Driss. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle interview pour la chaîne YouTube Expatrié Cambodge. Donc nous sommes aujourd'hui au Sofitel et tu es là en fait pour me raconter ton expérience et comment tu es arrivé en Cambodge et en quelle année. C'est ça. Eh ben, écoute, je suis arrivé alors, la toute première fois en 2004. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le Cambodge. Je suis arrivé en 2004 en mission humanitaire. Enfin, en mission humanitaire, j'étais jeune. Pour la petite anecdote, ma maman faisait partie d'une association avec le docteur Seban. Donc, ils avaient prévu un voyage humanitaire au Cambodge et ma maman m'a amené avec elle. Voilà, donc je suis arrivé, j'ai passé un été à PSE en 2004, voilà, pour découvrir un petit peu l'association, ce qu'ils faisaient. Et voilà, ça a été une grande claque, reçue en plein visage. D'arriver, je pense que j'avais 14-15 ans à cette époque-là, et d'arriver à PSE et de voir tout ce qu'ils faisaient pour les enfants sur la décharge de Phnom Penh. Et donc, écoute, bah voilà, c'est de moi un grand coup de cœur pour le pays, et puis de se rendre compte qu'en fait, il se passe des choses ailleurs que chez nous, quoi. Mais voilà, je suis revenu, pareil, dans le même contexte en 2006. Et puis ça a été la confirmation pour moi qu'en fait, j'allais partir de France et j'allais tenter l'expérience à l'étranger, et plus particulièrement au Cambodge. Voilà, donc je suis arrivé en 2007 avec mon sac à dos, un petit peu d'argent que j'avais mis de côté avec les travails en cuisine. Et puis voilà, mon diplôme de cuisinier, de jeune cuisinier. Et puis je suis arrivé, écoute, en 2007. Voilà, où j'ai fait la connaissance de Dédé, donc qui était le patron du Deauville à l'époque. Donc le Deauville, c'était l'institution française de Phnom Penh, quoi. Et donc, écoute, j'ai travaillé pour Dédé pendant quelques années. Hein, c'était cette cantine française, ce bistrot français où tout le monde se retrouvait pour manger un bout, boire un verre. Et puis voilà, donc ça a commencé par là. Dédé est décédé en 2009. Donc il a fallu que je trouve quelque chose derrière pour continuer mon aventure. Et puis écoute, j'avais fait la rencontre de notre ami Axel, hein, qui était le patron du Eye of the Mekong. Donc on a travaillé un petit peu avec Axel au Eye of the Mekong, c'était sympa, une belle expérience. Et puis suite à ça, entre-temps je me suis marié avec une Cambodgienne. Voilà, on attendait un heureux événement et puis je me suis dit que c'était le temps de me lancer et on a ouvert notre restaurant, la Villaka. C'était où ça et en quelle année? Donc la Villaka, écoute, c'était en 2011. C'était en 2011 et c'était dans la rue 214. Voilà. Écoutez, il y avait le Nova, collé, Mara en face, la résidence. Donc voilà, j'ouvre ce restaurant, tout va bien. Ma fille est née une semaine jour pour jour après l'ouverture du restaurant. Et ça dure 3 ans. À cette époque, il y avait eu un petit peu de problèmes politiques. Donc les rues de Phnom Penh étaient un peu plus calmes qu'en ce moment. Oui, je me souviens, c'était en 2013. Ça, hein. Voilà, en Tout à fait. 2013, Ouais. exactement, on avait un petit peu les barbelés à droite, Ouais. à gauche, pas trop le droit de sortir de Phnom Penh ou pas trop le droit de rentrer si on sortait. Donc c'était un petit peu compliqué pour le business. Et puis écoute, j'ai eu cette chance extraordinaire j'avais reçu la proposition de travailler à la résidence. Donc en fait, tu as traversé la rue, quoi. Traverser juste la rue en face. Et tu as trouvé du travail. Et j'ai trouvé du travail. Voilà, c'est comme quoi, c'est pas toujours faux ce qu'on raconte. Et écoute, ouais, j'ai reçu cette belle proposition de travailler avec un grand chef, Takeshi Kamo, qui était le chef de la résidence. Donc, ce beau restaurant tenu par la princesse Ratana et son mari Hansio. Et écoute, je me suis dit, bah pourquoi pas. Traverser la rue pour travailler dans le meilleur restaurant, en tout cas à l'époque, le meilleur restaurant de Phnom Penh.
voire un des meilleurs restaurants du Cambodge, avec un grand chef, avec quelqu'un qui avait voilà, un background d'étoilé Michelin, enfin vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Un très grand chef Takeshi, hein. Ouais, très grand. Récompensé d'ailleurs à Très l'ambassade grand. de France en 2018. Ouais. Exactement, Ouais. où il avait reçu sa médaille. Et donc, écoute, pour être honnête, j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai accepté. J'ai fermé le restaurant et puis on a redémarré un petit bout de chemin comme ça. Et puis j'ai travaillé, écoute, en tant que numéro 2 de Takeshi à la résidence. Une expérience extraordinaire, vraiment sur de la belle gastronomie, à servir des ministres, des gens Les importants. princes et tout aussi, j'imagine. Donc, superbe expérience. Voilà, superbe expérience qui a duré quelques années, 4 5 ans. Et puis, il était temps pour moi de redevenir numéro un, parce que j'ai un parcours qui, c'est vrai, qui est pas forcément atypique. J'étais numéro un, je suis repassé numéro 2. Là, j'avais vraiment envie de repartir numéro un. J'avais, si tu veux, tout le côté gastronomie, où vraiment, voilà, j'étais maintenant, j'avais quand même un bon niveau de cuisine, et, je savais bien travailler avec des bonnes techniques, tout ça. Et là, l'important pour moi, c'était d'apprendre plus le management, d'apprendre à savoir calculer les coûts, à diriger les équipes, et vraiment pouvoir monter un petit peu en grade. Et écoute, j'ai eu cette occasion, alors qu'elle a surpris beaucoup de monde. J'étais le premier surpris. C'était de passer de la haute gastronomie, écoute, à quelque chose d'un peu plus de différent, quoi. Donc je suis parti travailler pour Hard Rock Café. Voilà. Mais en fait, ça faisait sens pour moi parce que vraiment, c'était l'expérience qui allait m'apporter, si tu veux, tout ce dont j'avais besoin en fait de compléter en fait. Donc pas forcément sur la cuisine parce que forcément faire des hamburgers ou de la cuisine américaine, ça allait même pas m'apporter grand chose. Mais par contre, de travailler pour une grosse chaîne américaine, tu vois, pour les règles d'hygiène, manager des grosses équipes, voilà, les food costs, à bien contrôler, de devoir faire des rapports, tout ça. Si tu veux, en fait, c'était une expérience énorme pour moi parce que à l'époque, je savais quasiment pas me servir d'un ordinateur, par exemple, tu vois. Et donc, je suis arrivé là, je savais pas comment me servir d'Excel, je savais pas comment me servir de quoi que ce soit. Et en fait, donc tout ça, j'ai appris sur le tas. Et en fait, c'est cette expérience-là qui m'a vraiment permis de me développer. Donc, ils m'ont envoyé, je suis allé 2 fois en formation à Dubaï pour pouvoir diriger, pour apprendre à diriger un petit peu les équipes, comprendre un peu comment fonctionnait la marque, tout ça. Et écoute, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience. Après, malheureusement, est arrivé le Covid. Arrivé le Covid, où bah du coup, bon bah comme beaucoup de monde, hein, réduction de salaire, pas de salaire pendant quelques mois, des choses un peu moins sympas. Et surtout, donc moi je m'occupais en fait des 2 Hard Rock Café, donc de Phnom Penh et Siem Reap. Et le but en fait, avant le Covid, le but en fait était que je devienne formateur aussi, et donc que j'allais faire des ouvertures à l'étranger pour D'accord, Hard ok. Rock. Donc je devais notamment partir au Népal ou Toujours sur la zone Asie en fait, hein. toujours sur la zone Asie. Ouais. Malheureusement, ça s'est pas fait avec le Covid, donc un petit peu de déception sur ce point-là. Et puis écoute, j'ai eu cette chance. À un moment donné, tu sais, bon, bah, tu perds un petit peu en motivation, en tout ça. Donc, tu envoies quelques CV un peu à droite, à gauche. Et puis, j'ai envoyé un CV au Sofitel en me disant, bah, écoute, pourquoi pas? J'ai peut-être pas forcément le profil. Euh, Ça serait ma première expérience en hôtel. Et puis écoute, j'ai eu la chance d'être recontacté par Monsieur Chevet, Charles-Henri Chevet, et qui m'a donné ma chance. Qui m'a donné ma chance. Donc j'ai commencé en tant qu'exécutif sous-chef, donc en tant que numéro 2. Il n'y avait pas de numéro un, donc voilà, je savais qu'il y avait un défi à accepter. Et écoute, je suis passé numéro un au bout de quelques mois seulement. Donc ça c'est pendant la période Covid, hein, on est bien Alors d'accord. on est en fin de Covid. Voilà, 2021, on est en fin de Covid, donc on est en début 2022. Voilà. Et puis écoute, voilà, maintenant je suis le fier chef du Sofitel.
Donc c'est moi qui dirige les cuisines du Sofitel. Et la brigade, combien de personnes? Écoute, j'ai une brigade d'environ 70 personnes. Voilà. Donc on a un restaurant japonais, un restaurant chinois, un restaurant italien et un all-day dining. Alors donc comment ça se passe donc justement pour gérer ces 4 restaurants? C'est toi qui crée des suggestions, tu travailles sur un menu établi par le groupe Accor, Sofitel, comment ça se passe? Alors on crée nos propres recettes. En fait, on crée nos propres, voilà, ce qu'on veut faire. Donc bien sûr, en respectant l'image d'Accor, l'image du Sofitel, qui est une image 5 étoiles, hein, on est sur un établissement de luxe. Et donc, si tu veux, moi je travaille avec mes chefs, chaque restaurant a son chef. Donc, tous les jours, je travaille avec mes chefs, mes équipes, on travaille sur des nouvelles promotions, sur des nouvelles recettes, sur ce qu'on voudrait faire sur les prochains mois. Et bien sûr, sur les différents événements. On a un ballroom qui est un des plus grands ballrooms de la ville. On est sûrement le plus grand ballroom qui propose aussi cuisine western. Donc, beaucoup de ballrooms vont proposer que de la cuisine asiatique. Nous, on a la cuisine asiatique et aussi de la cuisine western. Donc sur ce ballroom, on peut asseoir environ 900 personnes pour un dîner à table. Voilà. Donc on C'est va énorme. accueillir beaucoup de meetings, meetings d'entreprise, mariages. Fonction du gouvernement. J'imagine il faut une très bonne organisation. Ah, il faut que ça soit réglé vraiment. C'est une organisation militaire, hein, ni plus ni moins. Chacun doit respecter ce qu'il a à faire avec sa manière de faire et puis son temps. Voilà, respecter. Ouais, donc en fait, pareil, une très belle progression depuis donc, ton arrivée en 2007 au Voilà, Royaume. d'un petit jeune adolescent, mais j'avais déjà ma vraie motivation à venir. Je pense que ce voyage un petit peu en 2004 a changé ma vie, hein, pour être honnête. D'un adolescent un peu perturbé, sachant pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, et puis voilà, dans un contexte un peu plus différent. Ah, aujourd'hui, bah voilà, chef d'un des établissements Les plus luxueux, les plus beaux de la ville. Hein. les plus beaux de la ville, et puis voilà, repère de famille. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine évolution. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu me racontes, j'ai eu une interview récemment avec Loïc Leroux, donc, qui est chef au Ouais, Palace Gate et qui chapeaute aussi 4 établissements. Et vous avez un petit peu ce même type de parcours, c'est-à-dire que vous faites quelque chose, vous apprenez, puis au bout d'un moment, ok, ça c'est su, maintenant on voudrait passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il me manque? Ce que tu as exactement. fait avec le Hard Rock par exemple. Exactement. Donc ça, c'est quand même bien d'avoir justement cette mentalité, non pas de fonctionnaire et d'attendre la fin du mois. On vit, déjà, c'est un métier c'est une passion, en fait. Je pense que c'est un métier, si t'es pas passionné, si vraiment tu aimes pas ce que tu fais, enfin, c'est juste pas possible, en fait. Parce que c'est des horaires, c'est beaucoup de travail. Donc, si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est très compliqué. Et puis, on cherche toujours à progresser. On cherche toujours à progresser pour soi-même et pour les autres aussi. Donc, comme ça, on a toujours quelque chose à apprendre à nos équipes. On apprend de nos équipes aussi. Mais on a toujours, voilà, quelque chose à partager. C'est beaucoup d'heures. On passe beaucoup de temps avec ces gens-là, beaucoup plus sûrement avec notre propre famille. Hein, quand tu passes 12 heures, 13 heures par jour en cuisine avec tes gars, bah voilà, faut qu'il y ait quelque chose à partager, quoi. Non, non, et c'est un point intéressant que j'ai eu aussi, enfin j'ai eu aussi notamment avec Jean-Michel Philippi ou d'autres interviewés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vis ta passion, c'est pas une question d'heures, d'horaire ou de contraintes, c'est vraiment un amour de Ah bah vouloir oui, faire bien les sûr, choses. Hein. bien sûr. Donc, le Cambodge que tu as connu en 2007, enfin Phnom Penh notamment, et le Phnom Penh de 2023, il y a eu beaucoup de changements et de transformations dans la ville. Hein. Il y en a eu énormément, énormément. Donc, c'est vrai quand je suis arrivé, même en 2004, ou déjà je suis arrivé en 2007, 2004, il y avait déjà eu une grande différence. Et c'est vrai que bah voilà, aujourd'hui le développement, toutes ces tours, ces immeubles, tout ça, il n'y avait pas, hein, en 2007. Je crois que la plus haute tour qui se construisait, écoute, c'était The Place. Tu vois, la salle de sport de Place où Bon, tu c'est avais un dit, petit ouais. rooftop, mais qui était pas plus haut que le monument de l'Indépendance. C'était voilà, les routes étaient encore en terre battue. Enfin, c'était autre chose, quoi. Il y avait beaucoup plus de motos, de cyclos, quasiment pas de voitures. Ah, c'était voilà, maintenant on va dire qu'on est à 70% de voitures et le reste c'est des motos, quoi.
Tout à fait. Non, non, c'est vrai qu'il y a eu un gros boom, on va dire, enfin, notamment depuis surtout ces 10 dernières années, hein, où Ouais, ouais, ouais. ça allait très vite. Comment toi, tu as vécu justement ce changement de la ville? Écoute, alors il y a un petit côté négatif où on a perdu, je pense, un petit peu toutes ces bâtisses coloniales qui étaient magnifiques, qui ont été détruites pour des choses un peu moins jolies. Après, ce que je pense, c'est que bah voilà, on habite dans une capitale, on est en 2023, faut forcément qu'il y ait une évolution économique, que les choses se construisent. Donc c'est différent, mais c'est pas plus mal parce que aussi on voit que maintenant, bah, il y a une classe économique, voilà, une médium classe qui s'est créée, des gens qui ont un peu plus de moyens de vivre. Comparé à l'époque, hein, enfin, tu as connu, hein, 2007, c'était extrêmement pauvre. Tout à fait, ouais. C'est des choses qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui et je pense que c'est un bon point pour le Cambodge. Alors le développement a des bons côtés et puis forcément des choses un peu moins sympas ouais, sur le développement du paysage quoi. Mais après on reste dans une capitale et c'est normal qu'à mon sens qu'il y ait une évolution. Même si on a connu un Cambodge où voilà on est arrivé un petit peu Far West. c'était un peu western ouais, ce que j'aime souvent dire ouais où c'était un peu plus le bazar et c'est pour ça qu'on adorait le Cambodge mais je pense sincèrement que même malgré l'évolution moi, j'aime toujours le Cambodge comme au premier jour, tu vois. Je suis toujours heureux d'être là. J'ai le même sentiment, parce qu'en fait, même si le décor a un petit peu changé, les gens n'ont pas changé. Toujours aussi gentil, avenant. C'est vraiment quelque chose qui est agréable au quotidien. Et l'avantage aussi dans un pays qui se développe, qui se structure, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Donc on en parlait justement dans ta carrière, beaucoup plus d'opportunités qu'il aurait pu en avoir si le pays était Bien resté sûr, tel quel, hein. exactement, bien sûr. Aujourd'hui, enfin, sur le plan économique, les hôtels, les restaurants, et puis sur plein d'autres projets pour d'autres personnes. Et puis c'est bien parce que ça développe aussi les Cambodgiens. Maintenant, le nombre d'écoles qu'il y a, le nombre de possibilités pour eux pour se construire. Et donc on a vu aussi avec ce développement arriver de plus en plus d'étrangers occidentaux et aussi asiatiques. Donc en fait, le Cambodge attire beaucoup plus de personnes pour venir y vivre, que ce soit sur une expatriation d'un séjour de 3, 4, 5 ans ou sur une plus longue durée. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coût de la vie au Cambodge? Le coût de la vie, écoute, le coût de la vie a quand même pas mal augmenté hein, ces dernières années. Euh, Déjà, il a augmenté pour les locaux. Hein, quand sur un an ou 2 ans, le prix du porc a doublé, le prix du riz a pas tellement bougé, mais le prix de la viande a doublé, les fruits. Donc déjà pour les locaux, c'est compliqué. Et puis alors en tant qu'expatrié, ben voilà, c'est toujours un peu plus compliqué parce que forcément il y a l'inflation en France, donc les produits qu'on reçoit ici, c'est toujours un peu plus cher. Euh, voilà, je veux dire, on pourrait vivre à la cambodgienne tous les jours, mais forcément, bon, on a la maison, on aime bien avoir un peu de beurre, un petit peu de fromage, un petit peu de pâtes. Donc tout ça, ça a augmenté. Après, relativement, la vie reste quand même assez agréable. Est-ce que tu peux donc nous donner des tarifs, à peu près des tarifs pour une famille qui voudrait s'expatrier, qui voudrait vivre au Cambodge? Donc effectivement, je suis d'accord avec toi et je l'ai déjà eu dans certaines interviews, entre aller faire ses courses sur le marché local et vouloir effectivement acheter des produits d'importation, à la fin du mois, on n'a quand même pas le même budget. Est-ce que tu peux nous donner quelques bases, quelques fourchettes de prix? Mais en fait, tout dépend du niveau de vie des personnes, je dirais. Après, forcément, sur une famille d'expatriés, bah, il y a l'école à payer, ou si on n'a pas forcément de revenus, on a la chance avec la France de pouvoir recevoir des aides. Hein. Euh, mais je pense que c'est compliqué pour une famille, on va dire un papa, une maman et un enfant, de vivre avec moins de 1 500 2 000 $ par mois. Je pense que voilà, c'est vraiment le minimum. Si on veut avoir quand même enfin une vie, voilà quoi. C'est s'acheter à manger, c'est les loyers, c'est l'électricité, Puis et puis l'assurance aussi, hein. c'est l'assurance qui coûte quand même relativement cher. Donc je pense que voilà, pour avoir un niveau de vie correct, je pense qu'à mon avis 2 000 $ c'est quand même Un minimum, hein. c'est quand même un minimum. Ouais.
Le Cambodge, c'est un pays qui te plaît donc effectivement beaucoup. Ah bah ouais, bien sûr. Donc tu n'envisages pas du tout un retour en France, j'imagine. Non. Je vais avoir fait bientôt, d'ici 2 ans, j'aurai fait la moitié de ma vie au Cambodge et la moitié de ma vie en France. Et tu as quel âge? Je vais avoir 35 ans. Voilà. Voilà. Encore jeune. Donc, non, c'est vraiment mon pays de cœur. Enfin, voilà. C'est même pas, enfin, ouais, c'est mon pays. Voilà. C'est mon pays. Même si je suis pas cambodgien sur les papiers, c'est vraiment le pays que j'ai choisi pour j'espère, encore quelques belles années. Ouais. Et pour revenir au Sofitel, hein, est-ce que tu as d'autres paliers d'évolution au sein du Sofitel? Sachant que là, tu es quand même au top de la pyramide. Hein. Alors, je suis je suis au top de la cuisine, bien sûr. Après, il y a toujours des perspectives d'évolution, que ce soit dans l'hôtel, dans le groupe. Il y a toujours certains paliers, hein. Un chef cuisinier peut finir général manager. Donc après, c'est à soi de savoir si on veut rester dans la cuisine pure ou si on veut se développer sur du management et grandir sur un autre métier. Mais qui reste quand même toujours enfin, dans ce qu'on sait faire, quoi. Je vais pas changer demain pour aller travailler dans une banque, par exemple. Non, ça j'imagine Mais, bien. c'est rester dans son domaine d'expertise et de savoir où est-ce qu'on veut se diriger un petit peu dans ce domaine. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur le pays, sur le Cambodge, ou éventuellement des conseils à donner? Écoute, c'est un magnifique pays où il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que si quelqu'un arrive avec des bonnes idées, maintenant, c'est arriver avec des bonnes idées, surtout pour faire grandir les Cambodgiens, je pense, pour développer toute cette jeunesse qui a qu'une envie, c'est de réussir dans la vie et de donner. Ils ont vraiment une grande envie de se construire. Et je pense que en tant qu'invité dans ce pays, si tu veux, c'est pas venir pour soi-même et se dire que en fait, je vais devenir riche sur le dos des Cambodgiens. Ou c'est venir pour soi-même, bien sûr, mais c'est aussi arriver ici avec une expertise pour pouvoir développer les Cambodgiens. Et si on peut, hein, c'est peut-être un peu avoir la grosse tête de dire ça, mais c'est vraiment tout faire pour qu'eux apprennent un maximum de nos savoirs. On apprend beaucoup d'eux aussi. Mais voilà, aujourd'hui, on travaille au Sofitel avec beaucoup d'écoles, soit d'ONG ou d'écoles privées sur la cuisine. Et je suis fier de pouvoir tous les jours apprendre la cuisine française, la passion pour l'excellence de ce métier aux jeunes Cambodgiens et qui arrivent voilà, aujourd'hui avec des grands postes, avec un talent sûr et qui arrivent à vraiment à être meilleurs que beaucoup d'entre nous. Et donc c'est super, maintenant on voit beaucoup de chefs cambodgiens arriver au top et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un élément que j'ai dans quelques interviews, justement, cette transmission de savoir, des connaissances, par justement amour du pays et de cet accueil en fait qui nous a été fait en tant qu'étrangers. Et bien sûr. Et que ce soit au niveau de l'architecte, au niveau d'autres chefs cuisiniers aussi, c'est cette passion à partager avec des gens qui ont soif d'apprendre. C'est ça, exactement. C'est ça qui est vraiment intéressant. Exactement. Ok Driss, bah, écoute, je te remercie beaucoup Merci à toi. pour le temps passé aujourd'hui en notre compagnie. Donc je vais te souhaiter en tout cas une très bonne continuation au Sofitel, hein, ça je me fais aucun Merci beaucoup. souci te connaissant. Et peut-être à très bientôt pour une prochaine fois. À bientôt. Merci, au revoir Driss. Au revoir.